Bonjour à tous, c'est PPC. Vous avez peut-être vu passer des listes d'outils d'intelligence artificielle. Vous savez où elle est top LinkedIn qu'on like sans les lire d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire beaucoup mieux. On va parler des outils qu'on utilise pour de vrai. Ouais, ceux qui nous font gagner du temps. Puis on va aussi parler de ces outils qui parfois peuvent nous trahir. Et on va parler aussi bien sûr des outils qui changent la donne. On va pas faire de portrait, on va pas faire de pitch, on va faire une mise à plat. Et à la fin, on va trancher. Jingle. Connected Mate. Pour une fois, on va enfin pouvoir dire vraiment ce qu'on pense de tous ces outils IA et surtout démystifier et surtout, et je pense le mieux, parler à ceux qui ne les connaissent pas, parce que souvent on pense à un seul, ChatGPT, alors qu'en fait il y a des trucs vraiment cool autour. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça en 3 temps. On va d'abord parler des outils généralistes, ChatGPT, Perplexity, Notebook LM. Ensuite, on parlera des outils qui permettent de coder. On ira faire un tour sur Cursor et sur Lovable. Et enfin, on finira avec 3 outils visuels. On parlera de Syllab, on parlera aussi de Xfield et on parlera bien sûr de Sora 2. C'est parti pour les généralistes. On commence par ChatGPT. ChatGPT, vous savez, c'est le réflexe intelligence artificielle. Tout le monde l'a testé, mais peu savent vraiment comment l'exploiter. Alex, toi, tu l'utilises encore tous les jours ou t'es passé à autre chose? Alors écoute, ChatGPT, j'utilise encore tous les jours, mais c'est plus pour la reformulation de mails, etc., comme beaucoup je pense. Non, par contre, je suis passé avec un qui est super, c'est Manus. Et lui, tu connais, il me semble, PPC, non? Alors, Manus, c'est plutôt sur le code. Au contraire, Ah tu t'en non, du sers tout, du tout. différemment. En Manus, en fait, c'est la vraie version pour moi que devrait être ChatGPT. C'est un vrai assistant. C'est-à-dire qu'il peut vraiment faire des choses pour vous. Dire à ChatGPT, va sur ce site et fais cette formation à ma place, par exemple. Peut-être un cas que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Là où Manus, c'est très intéressant, c'est un vrai agent. Et donc, en fait, il va tester des choses, il va se connecter sur Internet, il va faire l'action pour toi. Donc, il est un peu plus cher, Manus, en abonnement, mais par contre, lui, il fait vraiment des choses pour toi. Quand tu compares les deux, c'est-à-dire qu'en fait, tu compares déjà la version de ChatGPT avec les agents par rapport à celle de Manus, c'est ça? Bah, il n'a pas d'agent. GPT, il n'a pas d'agent. En gros, tu lui demandes quelque chose, il va te répondre. Manus, tu vas lui dire de faire quelque chose, il va la faire et après il va te répondre. Donc il peut aller chercher des trucs sur internet, faire des calculs, ouvrir un spreadsheet, faire plein de choses, et après il revient vers toi en mode c'est bon, j'ai fini, voici le document, par exemple. Et ça, c'est très très fort. Par exemple, faire des grosses présentations avec un niveau de PhD, ça il peut faire. Mais tu vois, il va pas juste aller faire des recherches en ligne, il va aller faire des recherches en ligne, il va aller sur ton LinkedIn, prendre ta photo de profil, la télécharger, et après créer les slides. Tu dis que Manus, il est un cran au-dessus de ChatGPT, c'est Ouais, ça? complètement. Ouais. C'est pas le même promet, Et c'est pas le même produit, mais ChatGPT va finir comme ça. si on revient sur ChatGPT, c'est quoi, selon toi, le vrai point fort de ChatGPT? 600 millions, 800 millions de personnes l'ont dans la poche. C'est ça le vrai point fort de ChatGPT. Donc en fait, tu parles avec tout le monde et tout le monde se comprend. C'est la taille, le modèle est bon, etc. Mais il y a un moment, de toute façon, il faut juste réussir à lui parler de la meilleure des façons. Voilà, pour l'instant, c'est pour ça que ChatGPT, il est bien, il reformule, il est dans la poche. C'est Ouais, le c'est plus réflexe. ça. Et Manus, tu peux le mettre dans la poche ou pas? Tout à fait, il y a une application mobile. Et moi, je fais tout comme ça, en fait. Mais vraiment, en fait, c'est la différence, c'est que Manus, je vais le lancer en plus. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose à faire, je vais le lancer sur Manus. Peut-être que je le ferai aussi, mais en plus, je vais le lancer sur Manus. Faire des recherches, etc. Mais vraiment, ce truc, c'est qu'en fait, il va scroller sur le web. Il va pas faire des recherches comme ChatGPT, comme un moteur de recherche. Lui, il va vraiment utiliser google.com. Et après, il va se balader sur les sites, etc. Donc, c'est vraiment différent la façon de faire. Et donc, en fait, comment il a été développé? Bah, en fait, il peut toujours te répondre. Il va toujours pouvoir faire la chose. Parce qu'en fait, il prend le contrôle d'un ordinateur. C'est une IA qui gère un ordinateur. En fait, il va aller sur Google, il va aller faire des recherches, etc., copier une image, la télécharger et tout. C'est un petit peu comme si tu avais un ordinateur et tu pouvais faire ça à la main. Donc, en gros, il va toujours pouvoir enfin, répondre à quelque chose, plus ou moins bien, mais ça marche très très bien. Et ça, c'est vraiment le côté où, avec ChatGPT, si je veux faire une présentation, je lui fais faire les recherches, je lui fais faire rédiger la présentation, je vais sur une IA comme Gamma qui fait des slides, et après, ça me génère les slides. Manus, il va tout faire tout seul. Et à la fin, j'ai les slides et c'est déjà c'est ultra bon niveau. Donc, en fait, c'est vraiment boss pour moi. Ça, c'est une sensation assez incroyable. Donc ça, c'est le plus. Si on revient sur ChatGPT, est-ce que tu as un prompt ou un cas d'usage que tu utilises souvent? On reformule ça. Je reformule ça, il est bête, mais ouais, non, je l'utilise beaucoup comme ça. Ou sinon, il y a un format où vraiment aujourd'hui je suis très à l'aise, c'est de la compréhension de data. Tu sais, quand tu as des gros fichiers CSV, il faut comprendre des données qui sont pas du tout sensibles, bah, tu les mets dedans et là, ça marche quand même vachement bien. Ah, Là, moi, c'est j'ai assez moi, j'ai hallucinant. un avis différent. J'ai l'impression que ces LLM sont pas du tout doués pour les chiffres, même si c'est des bases de données statistiques. J'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus forts pour les mots que pour les chiffres. Quand on leur file un tableau Excel, ils ont tendance à tricoter et à sortir des trucs qui sont pas tout à fait justes. T'as Mais observé ça, quand ça part ouais, en non, parce qu'en freestyle, fait, tu fais c'était quoi? comme ça avant. En fait, pourquoi aujourd'hui ça fonctionne bien? Et Claude est encore mieux, mais c'est parce qu'en fait, ils ont créé un outil pour se faire. C'est pas juste un RAG. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le fait qu'une IA puisse lire un document. En fait, ChatGPT, avant, il juste on lui donnait des documents, il essayait d'extraire des données, puis après, il devait les comprendre. Maintenant, ils ont vraiment créé des outils qui font que quand tu donnes un Excel, il va le découper, etc., avant de le donner à l'IA. Tu vois, as du code, en fait,
qui va faire en sorte que l'IA puisse bien le lire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, donc, on a des très très bons résultats sur l'analyse. Ça veut dire qu'ils ont créé des sortes d'agents, des petits plugins Ouais, verticaux c'est qui ça, font des c'est un peu, micro-tâches, c'est ça? c'est ça. Ça peut être un petit peu d'agent, mais du coup, ça, tu le vois, des fois, il y a écrit. Ou sinon, des fois, c'est juste, tu vois, il va te dire, bah tiens, je fais ce truc-là pour aller lire cette partie-là du fichier. Et donc, en fait, ça permet d'aller trouver la bonne info. En fait, pour les gens, c'est pas je donne mon fichier, je donne à un LM, à une IA. En fait, entre les deux, il y a tout un process codé en dur, en fait, qui permet de le faire. Le RAG, mais là, il est très bon. C'est pour ça que ChatGPT, là-dessus, je trouve que c'est très fort. Parce que tu donnes un doc qui est directement, il l'ingère. Pour essayer de développer des trucs du genre, c'est un peu sport. Autre astuce, j'aimerais que tu puisses donner ça à nos auditeurs. Quand ChatGPT part en freestyle, tu fais quoi? Je refais un chat. Tu recommences? Je Tu repars de recommence. zéro? Je recommence, je reprends mon prompt et je l'améliore. Ok, Après, super. parce que je trouve que en fait, c'est normal. Et souvent, on veut continuer, mais en fait, sur comment un LLM est fait, c'est un principe, il n'y a pas de logique là-dedans. En fait. Donc, c'est des probas. Donc, en fait, c'est sûr que si tu pars dans le mauvais axe, tu recommences à zéro. Pour moi, c'est la meilleure des techniques. Et sinon, être le plus précis possible. Après, je suis un très mauvais prompteur. Hein. J'échange vraiment à la voix et je me demande de faire des choses pour moi. Toi, tu fais pareil ou tu t'es plus fait des agents, des GPTs, Moi, je me etc. suis fait plutôt des assistants. En fait, je me suis fait plein de petits assistants qui sont très, très segmentés, qui font finalement très bien une tâche. Et ensuite, je les utilise les uns à la suite des autres en fonction des besoins. Et puis, j'ai un assistant d'assistant, tu vois, qui me permet effectivement, en fonction de mon besoin, de me dire, mais tu avais déjà fait cet assistant-là il y a 1 an ou il y a 2 ans et tu t'en sers pas. Donc voilà, c'est le début. On verra tout ça, ça va devenir ensuite beaucoup plus intelligents qui iront finalement faire travailler chacun des petits assistants. Je voudrais qu'on passe maintenant à Perplexity. Après avoir fait ChatGPT, deuxième outil, on viendra sur NotebookLM ensuite et puis sur tous les autres outils dont on a parlé au tout début de cet épisode du podcast. Pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas encore, c'est une IA qui cherche, qui source, elle n'improvise pas, elle fait des choses plutôt factuelles, tout du moins en apparence. Alex, toi de ton côté, tu switches entre ChatGPT et Perplexity. Je switch entre Le Monde et Perplexity. Entre Le Monde et Perplexity, raconte. Complètement. Bah, en fait, c'est simple, je m'en suis rendu compte, c'est que j'avais les 2 apps. Alors, je consommais pas spécialement énormément. Et tous les matins, dès que mon téléphone, j'enlevais le mode avion, je recevais les mêmes notifications des 2 apps. Perplexity qui me donnait les news et Le Monde qui me donnait les news. Je le fais comme ça et maintenant, je vais plus du coup sur Perplexity. Je regarde un petit peu, après, bon, je suis pas, en fait, je suis pas très habitué à aller lire les news. Tu vois, celles qui m'intéressent, ça arrive dans mon flux grâce aux algos. Donc, bon, je suis pas un énorme consommateur Perplexity, contrairement à toi, il me semble. Ouais, moi je l'utilise plutôt. Enfin, je l'utilisais d'ailleurs. Je trouve que je l'utilise de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un peu ce réflexe. C'était du temps où ChatGPT était pas encore tout à fait bon dans le deep search. Il s'est vachement amélioré. Et d'ailleurs, tous les autres outils. J'ai un peu lâché Perplexity. Et on en parlera tout à l'heure. Un de mes préférés, c'est peut-être NotebookLM aussi, qui est en train de vachement évoluer. Google fait un super boulot. Petite question d'ailleurs pour toi par rapport à Perplexity. Tu lui fais confiance ou pas? Vraiment confiance? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Il fait des recherches, c'est un modèle qui fonctionne au-dessus. Oui, oui, c'est pas erroné. Tant que l'information de base n'est pas erronée, et de ce que j'ai vu, il va pas trop chercher sur les sites qui sont un peu mauvais. En fait, à la fin, j'ai autant confiance que enfin, en fait, un grand journal, en fait, qui peut aussi faire des articles complètement faux. Et ce qui arrive D'accord. souvent, en fait, malheureusement. Non, moi, j'ai autant confiance. Techniquement, derrière, il n'y a pas de raison. Ils sont trop gros pour que ça fonctionne mal. Et si ça fonctionne mal, c'est erroné. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas trop de raison que ce soit erroné. Ouais. Et puis si ça fonctionne mal, ça se verra très vite, vu la taille qu'ils ont maintenant, ça se C'est pour saura, ça, quoi. non, moi, j'ai confiance. Ça se saura. Ok, toi tu l'utilises plus pour explorer ou pour de l'aide à la décision? Pour explorer, complètement pour Pour explorer. explorer, En fait, d'accord. j'ai vraiment cette vision recherche de news et lecture. D'autres le font vraiment différemment. D'ailleurs, ils utilisent le browser de Perplexity, je pense qu'on va en parler, de Comet, pour faire un peu plus tout ça. Mais non, moi, j'utilise vraiment en mode recherche. Il était sorti comme ça, en fait. Et après, c'est tes habitudes. Toi, tu as fait tous tes assistants sur ChatGPT. Perso, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait autre part. Mais non, ça, c'est un peu mon habitude. Donc, je ne suis pas allé plus loin. D'accord. Tu parlais de Comet, tu peux nous en parler un tout petit peu? Écoute, Comet, C'est sorti Comet, avec c'est Perplexity. intéressant. Et en fait, c'est dans cette famille des browsers, donc des navigateurs web, avec une IA qui fait du contrôle dessus. Il y a Comet, il y a Atlas, il y a Manus, qui en a un. Écoute, c'est vachement intéressant. Après, moi, je suis pas du tout consommateur comme ça. Alors, un petit peu avec Atlas, parce qu'en fait, de base, j'avais Manus qui le faisait pour moi. Donc, en fait, j'avais pas cette étape de lui demander de le faire, que là, je dois le demander de le faire. Donc, j'ai testé et tout. Après, c'est souvent très consommateur, ça coûte pas mal de tokens. Après, il y a ChatGPT Atas qui est sorti, qui est aussi leur navigateur, que j'ai téléchargé, qui est un peu plus user-friendly, et du coup qui est en plus connecté à un seul abonnement, c'est quand même plus simple.
que de Si démultiplier tout vous ça pour écoutez coûter cher à la ce fin. podcast Connected Mate et vous êtes abonné à notre chaîne, on a fait un épisode sur ChatGPT Atlas. GPT Atlas, ouais. Donc, je vous encourage à aller l'écouter. Vous verrez, on vous fait découvrir un peu tout ce que ça permet de faire et nos premiers retours. Ok, on a vu ChatGPT, on a vu Perplexity. Je voudrais qu'on parle de Notebook LM. Alors, Notebook LM, j'ai tendance à le présenter, bon, c'est peut-être un peu de marketing, comme une sorte de cerveau étendu. C'est-à-dire qu'on pose une question, on lui file des documents. En fait, il va chercher dans les documents qu'on lui a donnés, dans les sources qu'on lui a données. En fait, c'est l'être humain qui pose en fait les sources d'informations et qui, à partir de là, va pouvoir interagir avec la machine pour avoir un retour, un résumé, des podcasts, des diapos. Je trouve ça assez intéressant, très surprenant. Super, pour ceux qui nous écoutent. Il y a Ouais. Apple qui a sorti un papier qui était leur petit message pour le Parlement européen, leur disant que tout ce qu'ils font, ça va contre la- la- l'évolution de la tech. Et c'est un papier super long, qui est super un peu relou à lire parce qu'il a été fait par des avocats. Donc en fait, moi je l'ai téléchargé, je l'ai mis dans Notebook LM, et il m'a généré une petite vidéo de 7 minutes qui m'a expliqué en fait ce qu'ils disent. Alors ça challenge pas, c'est vraiment je prends l'information, je la comprends et je la réexplique. Donc ça expliquait de la façon dont dit, dont dit Apple, il n'y a pas le côté, il n'y a pas la réponse. Si j'aurais trouvé la réponse, j'aurais pu la mettre avec. Et en fait, du coup, ça fait que ce long papier qui était pas agréable à lire du tout, en fait, là, en 7 minutes, j'ai pu l'écouter, le lire et surtout le comprendre. Et ça, c'est vachement important. Et pareil, j'ai une confiance totale sur la façon dont ça le refait. Et en fait, il faut se dire que Notebook LM, c'est un super RAG. Encore une fois, c'est un super outil pour prendre une info, la comprendre. Et ça fait vidéo, qui sont super. C'est des vidéos super, enfin, c'est génial comme vidéo. Ça fait podcast. Maintenant, ça fait des quiz. Tu peux même Moi aussi, c'est discuter vrai, avec les ouais, des fichiers. quiz. Ouais. Si tu as envie de, je sais pas, j'imagine, tu as besoin de connaître un papier par cœur, en fait, tu les mets dedans et après, tu peux discuter avec, tu vois, pour t'assurer de vraiment bien connaître les choses. Ça peut te poser des questions. C'est absolument génial. Et ça fait partie de Google Lab. Alors, ça, on va peut-être pas parler plus loin, mais Google Lab, c'est tous les On outils fera un d'IA. épisode spécial Je Google pense là, dessus. ça Ouais, vaut le coup. en gros, il Il y faut a aller vraiment de voir. choses. Là, c'est plein d'outils. Donc, nous, on va les catégoriser comme un seul. C'est le plus récent de la part de Google. Alors, souvent, ça fait pas tout très bien, mais c'est très bon sur un petit truc. Et ça, c'est bien. C'est un outil que tu recommanderais à une équipe ou pas? Notebook LM? Ouais. En fait, toutes les informations que tu as pas envie de consommer parce que ça prend trop de temps, là, tu peux le faire. Donc, c'est super intéressant pour la connaissance et la formation. Est-ce que tu as un setup particulier ou une bonne façon de l'utiliser par exemple, je sais pas, pour tes sources que tu mets, est-ce qu'il y a une façon de s'en servir qui est mieux que les autres? Il y a des choses à éviter quand on démarre avec cet outil? Écoute, là-dessus, j'ai pas de. Non, pas spécialement. Non, moi je te dirais juste, mets pas tes sources privées parce que c'est Google derrière. Mais après, non, il prend tout bien. En fait, il faut juste qu'il y ait une habitude souvent qu'on n'a pas, c'est qu'il va pas faire de recherche dessus. C'est-à-dire qu'il va te dire en brut que tu vois là. T'es habitué avec ça, t'as fait ça, te dire d'autres sources, etc. Là, il va vraiment juste lire en brut. Il va pas faire des recherches pour essayer de challenger et tout. Et surtout qu'il va expliquer d'une très bonne façon. Donc si tu lis des papiers, peut-être que tu peux ne pas être d'accord. Derrière, il va te le vendre d'une très belle façon. Donc, c'est le seul truc que je dirais, il faut faire attention, c'est que ça peut vachement transformer ton avis. Parce que tu lis pas D'accord, le donc papier, tu le c'est consommes à toi différemment. d'aller challenger. En fait, c'est à toi d'aller creuser, de Et c'est pas réfléchir. l'outil qui va te le challenger. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'essayer d'avoir ce que j'aurais dû faire avec Apple, trouver la réponse qui a toujours, je pense, pas été faite par l'Europe. C'est une D'accord. façon de faire. Mais ça, il Ok. faut faire attention parce qu'on n'est pas habitué à ça. Tu vois, quand on se dit qu'une IA nous répond, c'est qu'elle a vu, elle a fait des recherches et tout. Moi, c'est mon habitude. Et là, c'est pas le cas. Donc, il faut bien faire gaffe. Ok, on vient de faire le tour sur les outils généralistes. Je voudrais qu'on passe et on va passer aux outils qui permettent de coder sans savoir coder jingle. Connected Mate. Deuxième séquence, on va parler des outils de code. Oui, tout simplement ceux qui nous permettent de coder très très facilement. Le code sans code. On va parler de Cursor et de Lovable. Cursor, c'est un éditeur boosté à l'IA. Vous codez, il vous assiste. Parfois, il fait mieux que vous, parfois beaucoup moins. Alex, toi, tu l'utilises comment? Tu l'utilises comme un simple assistant ou tu fais autre chose avec? Bah écoute, déjà, Cursor, juste pour te dire, parce que là, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus, mais tous les jours, même pour dire, il est en train de tourner là, juste derrière, pendant Ah cet bon? appel. Ouais, complètement. Bah, il arrête jamais, vu il bosse pour moi. Là, c'est un vrai agent, et il code pour moi. Je lui dis juste qu'il fonctionne pas à la voix, et bah, je viens d'expliquer ce que je faisais avec, du coup. Non, en gros, Cursor, pour dire, moi, je fais partie du top 1% des users à Paris, avec, Ah oui. sur la dernière année, 7,8 milliards de tokens consommés avec les équipes. C'est pas mal, c'est plutôt cool. Ça veut dire beaucoup, hein, c'est pas juste une consommation de tokens dans le vent. Là, c'est vraiment pour des vrais intérêts business. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça développe à ta place. Voilà. C'est que moi, je suis pas développeur, Toi, j'arrive à t'es faire pas des applications. développeur, toi. Ouais. Ah, moi, je suis T'es pas du pas tout développeur. développeur. Ah, moi, je suis pas du tout Ouais. développeur et j'arrive à faire des applications. J'arrive à reprendre des applications open source et faire des choses avec. Et après, dans le cadre de ce que je fais pour TGV Europe, là, on fait beaucoup de choses avec tout ça.
Et en fait, pour dire ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ça parle. Alors, c'est un outil qui fait visuellement un peu techos, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment un éditeur de code qui a été augmenté avec de l'IA. Donc, moi, je m'en moque, les lignes de code, j'en ai rien à, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé un petit peu leur interface. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, en tant que PM, donc en project manager, ben, en fait, à la voix, j'explique ce que je veux faire avec mon produit, le faire évoluer, etc. Ou même commencer de zéro, hein, page blanche. Et en fait, automatiquement, ça va tout me coder, le back, le front, les systèmes, tout. Enfin, j'ai même pas à savoir ce qui se passe pour moi derrière. Et de là, ça fait des POC en quelques minutes, en 1 heure, 2 heures, tu as un POC qui te va vraiment bien, à ton design, etc. Pas te dire que tu as un site en 15 minutes, hein, ça c'est faux, faut arrêter. C'est faux, d'accord. Bon, peut-être un site vitrine, mais si tu veux un truc propre avec ton design et tout, ça prend du temps, ça consomme, hein, faut pas se leurrer. Mais ça fonctionne très très bien. Et donc Cursor, en fait, c'est un agrégateur de modèles d'IA qui vont coder à ta place. Et en fait, dedans, ils ont créé, eux, une espèce de boucle infinie d'IA qui va, par rapport à ce que tu as dit, ça va l'analyser, ça va la comprendre et ça va réfléchir, ça va faire plein d'étapes. Après, ça vérifie que ça a tout fait. Et donc ça, c'est pour ça que Cursor est très bon, c'est qu'ils ont créé cette infinite loop un petit peu. D'autres, on en est des meilleurs. Mais Cursor, écoute, il est là. Et par habitude, moi, j'utilise Cursor depuis juin 2024. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mais tu vois, il design pour moi, etc. Au point où aujourd'hui, nous, on l'utilise d'une façon qui est absolument incroyable. C'est qu'on s'est créé donc des composants de design system, vraiment à la charte, etc. de la marque. Et en fait, on donne ça à Cursor de base. On lui donne, ça c'est génial, on lui donne toutes les règles de comment on développe dans notre écosystème. Et là, il prend tout. Il fait absolument tout, tu vois. Et donc, l'époque, moi, en tant que PM, je peux les faire. Et quand après, on veut passer en MVP, donc en minimum viable product, pour pouvoir les envoyer à des directions et des équipes et tout, là, en fait, on a nos développeurs, donc ce qu'on appelle un AI lead dev, qui va prendre l'outil, vérifier qu'il n'y a pas des petits bugs, etc., des problèmes de sécurité et tout, parce que c'est comme un développeur junior, tu vois, il faut quand même revérifier. Mais il vérifie avec de l'IA et sa connaissance technique, parce que moi, je peux pas le dire, vérifier ce type de code, tu vois, je peux pas te dire. Je sais pas. Et c'est pas, j'ai pas à savoir. Moi, ce que je veux, c'est avoir ma feature et que ça fonctionne. Et que c'est mon design. Je pense comme ça. Est-ce que tu penses que ça change la façon dont on interagit avec des développeurs? C'est-à-dire qu'en fait, avant, on faisait des exigences fonctionnelles, on faisait un brief, on expliquait une user story, enfin voilà. Là, ça veut dire quoi? Ça permet au product manager de commencer à faire un début de logiciel et qui permet de montrer en mode proof of concept, voilà l'idée qu'il y a. Et ensuite, on passe à des gens plus sérieux qui savent vraiment coder, développer. Ce que j'aime bien le voir, en fait, c'est ne pas le voir sur du nouveau projet. Parce que là, effectivement, il faut t'intéresser, mais sur du projet existant. Et ce que j'aime bien dire, ça fait en sorte que des PO ou des PM, ou des product owners ou des product managers, enfin des project managers, puissent reprendre le contrôle de leurs produits, tu vois. Il y a plein de boîtes comme ça où en fait, tes développeurs, il faut envoyer tes besoins, etc. aux développeurs, ils le font. Toi, en live, tu peux faire à la voix. Le code est déjà là, les règles sont déjà là. Parce qu'il lit le code, donc il refait comme pareil, tu vois. Il va pas changer les choses. Il va rajouter. Ou un petit peu transformer, tu vois. Mais donc en fait, là, il va créer les features et après, tu fais juste donner à un développeur senior qui va relire le code et s'assurer que tout est bon, tu vois. Mais ça peut même pas spécialement être un senior. Et tu vois, mais nous, au point, c'est que quand on prend des stagiaires et tout de l'école 42, on leur dit, mais en fait, voyez-vous que déjà, comme des managers, vous allez manager des développeurs juniors à peu près. Il faut dire que c'est des bons juniors, tu vois. Et ça s'appelle un agent. Et tu vas lui dire, fais-moi ça, il te le fait. Fais-moi ça, il me l'a fait, tac, tac, tac. Et tu sais très bien que si tu vas pas bien lui expliquer les choses, il peut se tromper, etc. Et donc, c'est comme ça que tu avances. Et donc, après, tu mets des règles dans l'outil pour dire, moi, je code que de cette façon-là, ne modifie jamais le design, etc. Tu vois. Moi, j'ai une règle qui est ne modifie jamais le design. Et si tu modifies le design, je dois te donner, moi, un texte très précis que le design tiré du bas et dit OK, pour le laisser modifier le design. Parce que trop de fois, il supprimait mes designs, tu vois. D'accord. En fait, tu le cadres, mais comme un stagiaire, tu le cadres et voilà. Ouais, ça, c'est mes astuces. Et après, j'ai mes développeurs, les vrais développeurs qui m'ont mis des règles sur mon outil, sur mon Mac. Et comme ça, quand ils m'envoient des projets par GitHub, etc., parce que je dis après un petit peu d'utiliser ça, et ben sur mon Mac à moi, uniquement à moi, l'IA va agir différemment. Elle ne pourra pas toucher plein d'éléments, tu vois. Il y aura plein de fichiers qui ne seront pas accessibles, elle n'aura pas des droits, etc. Parce que moi, je m'occupe de faire mes features et faire mon design. Eux, derrière, ils s'assurent que tout soit stable et vu que c'est des règles très précises de développement pour que ça puisse partir en production, eux, ils sont sur cette phase-là. Et donc ça, Cursor, c'est un monstre. Au passage, ils se sont levés 26 milliards. Et c'est la première boîte dans l'IA qui a été rentable. Première année. 500 millions de CA et voilà, direct en fait. Parce qu'en fait, ils vendent des tokens. Tu vois, en fait, ils n'ont pas de R&D. Maintenant, vu que maintenant ils ont levé 28 milliards, là, effectivement, ils commencent à développer des modèles, etc. Les composeurs. C'est vachement intéressant à suivre. Mais en fait, c'est une boîte qui est déjà très rentable depuis très longtemps. C'est des 3 jeunes d'Harvard qui ont fait ça. Et je pense que c'était vraiment un projet en mode, c'était sûrement des développeurs qui, peut-être même d'ailleurs pas des développeurs de base,
ou un petit peu développeurs qui se sont dit comment on pourrait s'améliorer notre façon de faire, et ils ont réussi à créer cette loupe en fait. Enfin, vraiment des génies, hein. Enfin des génies, c'est pas tant des génies ça, ils ont été des génies d'y penser à ce moment-là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est pas incroyable non plus. En fait, ils ont réussi à faire cette loupe d'IA qui va auto-réfléchir longtemps pour réussir à pouvoir coder. C'est quoi le truc qui t'a frustré chez Cursor ou qui te frustre chez Cursor? Écoute, La limite. c'est que c'était trop fait pour les codeurs, pour les développeurs. Maintenant, ils l'ont D'accord. un petit peu amélioré, mais tu vois, moi, en fait, j'avais un petit chat et je voyais plus les lignes de code. Je les comprends pas, les lignes de code, donc je m'en moque. Moi, je veux voir que l'agent, tu vois, que le chat. Et ça, ils ont commencé à le faire. L'autre truc aussi, et c'est pour ça qu'après, le produit et l'outil dont on va parler après est intéressant. En fait, c'est aussi de quand j'ai mes retours visuels, bah moi, si je pourrais lui dire que ça va pas, parce que moi, je sais pas comment ça fonctionne derrière. Moi, je teste, si ça fonctionne pas, je le dis, tu vois. Je fais un copier-coller des logs et puis voilà. C'est qu'en fait, je dois faire un screenshot, tu vois, sur mon application sur iPhone, je fais un screenshot, je l'airdrop sur mon Mac et tout. Ça, c'est un peu long et c'est le truc qui me frustre un petit peu. Par contre, le code m'appartient, il est chez moi, il est là et je peux même faire des applications. C'est très important. Android, iOS, j'ai des applications sur mon iPhone, je fais pas mal d'applications sur iPhone comme ça. Et ça, c'est super important. C'est super important parce qu'après, on va parler d'un autre outil qui a une hype énorme, beaucoup plus grosse, et qui ne permet pas de faire des applications sur iPhone. Parce qu'en fait, tout n'est pas que sur Internet, hein. Il y a beaucoup sur l'App Store, tu vois. Et moi, je suis un iPhone lover. Bon, allez, on va y aller. Et c'est intéressant. Allez, allons-y, parce que là, j'ai trop envie de parler sur le prochain produit. Parce qu'on l'arrête plus. Non, je voudrais qu'on parle effectivement de Lovable. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai compris, mais tu vas me dire si c'est ça, hein, parce que moi, je l'ai jamais utilisé. Et c'est pas juste un outil de dev assisté. Je trouve que c'est un générateur de produits. On décrit, il construit, ça fait du front, du back, de la base de données. C'est juste ou c'est pas juste ce que je viens de dire? Ça le devient, mais sinon, c'est pas juste. D'accord. Lovable a une hype par des gens qui ne l'ont pas bien utilisé. C'est des gens qui l'ont utilisé en surcouche. Alors oui, ça va te faire une belle interface graphique, enfin, ça va te faire un front, mais comme Cursor, c'est tout pareil. Mais c'est tout. De un, le code, tu peux pas le télécharger souvent, c'est très compliqué, il faut avoir des gros abonnements, il me semble, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Et mais à coup pas si je me trompe, et dans le code, tu peux pas le télécharger. Tu peux que faire des sites web, tu peux connecter, etc., mais tu vas pas pouvoir lancer des serveurs derrière, tu vois. Tu peux pas lancer un serveur, sauf que tous tes sites web, c'est pas que du front, tu vois. Tu peux pas avoir ton back-end, ta database et ton front, tu vois. En fait, il manque des choses. Et c'est pour ça que ça doit tourner sur ton Mac, parce que c'est très sympa hein, de consommer chez eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font un cache de dingue, parce qu'ils ont une super grosse hype, parce qu'ils ont pensé à un produit pour des gens qui ne savent pas qui ne savent pas coder. À la différence de Cursor, qui sont adressés aux développeurs directement. Donc c'est beau, l'interface est sympa, tu gagnes du temps effectivement pour connecter une base de données et tout. Pour le reste, c'est un peu sport, quoi. Et en plus, il faut le hoster chez eux. Donc moi, je dirais que c'est intéressant, mais c'est pas les meilleurs. Après, ils ont une très bonne strat, ils ont une très bonne com, c'est intéressant. Maintenant, ils commencent à s'améliorer, mais le code, il est pas à toi. Enfin, je veux dire, tu peux pas le télécharger. Donc en fait, tu veux faire un truc avec un back-end, etc. Tu peux pas faire du custom. Exemple tout bête. J'ai des Google Glass chez moi. J'ai envie de pouvoir les réutiliser. Avec Cursor, je développe un socle qui va récupérer les Google Glass et essayer de faire quelque chose dessus. Faire une application sur mon iPhone qui pourra connecter au Google Glass. Lovable, ce n'est pas possible qu'il fasse ça. Pour faire des sites web, ouais. Donc c'est un très beau remplacement de Webflow, etc. Mais à la fin, c'est pas tant que ça. Donc tout effectivement ce qui va être dit, qui est dit, oui, en 3 jours, quelqu'un a monté sa startup qui l'a revendue et tout derrière, c'est de la com, c'est sûr. Mais ça peut arriver, et d'ailleurs bravo à ceux qui c'est arrivé, mais c'est de la survente. Mais ça fait partie du monde de la tech. Aujourd'hui, on achète plus de la com qu'autre chose et les vidéos motion design marchent bien. Donc c'est pour ça, Lovable, j'ai pas une dent, mais légèrement parce qu'il y a une surhype par rapport à l'outil. Et c'est pas ça qui va changer le monde. Par contre, effectivement, sur le marché des sites web, création de sites web où il y a beaucoup de sites, Elementor, WordPress, Framer, Webflow, ouais, là par contre c'est un no-brainer, tu prends, c'est super simple pour n'importe qui pour faire un truc. Et donc c'est le bon outil, c'est ça? Ouais, c'est le bon outil parce que t'as pas envie de creuser la technique. Mais en fait, parce que en fait, un site web ça coûte rien à faire. Et tu peux très bien le faire sur ton ordi à toi. Enfin, il y a des choses à faire, mais il faudra mettre un petit peu plus les mains dedans. C'est vrai que Cursor visuellement, c'est moins agréable. T'as pas de dopamine à l'utiliser. Lovable, ça simplifie la vie pour ceux qui sont pas super à l'aise pour faire des sites WordPress, par exemple, c'est ça? Ou faire leur site. Ouais, non, c'est ça. Enfin, oui, bah, dans tous les cas, de toute façon, même Cursor, ça sera plus simple que de faire du WordPress, hein, parce que voilà, même si c'est très simple, tu arriveras avant. Non, c'est plus qu'en fait, visuellement, c'est plus simple de compréhension. Et c'est une importance sur le marché, tu vois, c'est un UI qui serait intéressant et un UI aussi. Et ils ont une hype. Voilà. Après, à date, tu vois, t'as Lovable, t'as Bolt, t'as Replit, t'en as plein, en fait, hein. T'as Manus, hein. Manus aussi a son agent et il code. Ouais, donc tu remets Manus dans la boucle, là. Tu nous en as parlé au début de l'épisode de ce podcast, et là, tu le remets Manus dans la aussi boucle. le fait. Ouais. Ah ouais, mais parce qu'en fait, c'est très, en fait, c'est tout faire parce qu'en fait, il faut se dire qu'avoir un outil qui code pour toi, c'est très simple.
En fait, Manus, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des petits agents. Donc, tu veux faire ton site web, ils te font ton site web. Et après, ils le déploient chez eux. C'est une Ok. offre. Mais Lovable aussi. Moi, je dirais juste que pour moi, un bon outil de code, c'est un outil qui permet de tout faire. Et c'est pour ça qu'il te faut quelque chose qui est dans ton Mac. Enfin, qui est dans ton ordi, tu vois. C'est pas un truc dans le cloud. Enfin, je veux dire, si tu veux faire une application qui est pas connectée à tes Meta Ray-Ban, qui récupère le flux vidéo pour les analyser avec de l'IA de ton côté ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou faire un live streaming sur une télé, il y aura que lui qui pourra le faire. Donc voilà. On a vu les outils qui codaient. Je voudrais qu'on passe maintenant à ceux qui vont faire les images. On va passer à la troisième section de cet épisode sur nos outils. Allez, on est parti. Connected Mate. Alors, on va parler un peu de ces outils qui gèrent des images et qui bossent pour nous. On en a sélectionné 3, Scilab, Xfield et Sora 2. On va démarrer par Scilab. Alors, Scilab, c'est finalement une IA qui permet de créer des images qui sont formées sur votre propre charte, sur vos propres produits, sur vos propres visuels. Vous le nourrissez de ces outils, et puis là, il va vous pouvoir permettre d'en générer d'autres qui sont cohérents, qui sont scalables. Perso, je l'utilise, je trouve super bien, je l'adore, ça devient mon outil personnel, et d'ailleurs, vous pouvez suivre l'épisode que j'avais fait sur l'interview avec Mathieu Grosselin, le patron de Scilab. C'est une boîte française en plus, et c'est très intéressant, vous le retrouverez sur les épisodes de podcast. Toi, tu l'as déjà utilisé pour de vrai, Alexandre, ou juste Écoute, je testé? l'ai utilisé une fois. En fait, moi, j'ai très peu de besoins sur la création visuelle, Ouais. etc. Enfin, c'est très éphémère, tu vois. Un petit truc et tout. Parce que je communique moins de toi quand même, hein, donc c'est sûr. Je vois ce que tu fais avec, donc je peux dire que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, et bravo. Et c'est cool d'avoir un acteur français là-dessus. Ils sont pas les seuls aussi, donc c'est vraiment compliqué, mais c'est intéressant, faut le dire, parce que ça permet d'avoir des beaux produits. Donc non, j'ai utilisé, c'est vachement bien. J'ai essayé de faire des choses par rapport à des chartes graphiques et tout, et Ouais. c'était assez concluant. Ouais. J'avoue que c'est surprenant, et on lui nourrit avec des visuels, 4 visuels, jusqu'à 30 visuels. Et là, les retours sont waouh, incroyables. Ils évoluent vachement bien. Ils évoluent vachement bien. Il y a les nouveaux outils aussi, parce qu'en fait, tout cet écosystème prennent les meilleurs outils du marché et viennent les intégrer sous forme d'API pour générer de la valeur, et c'est plutôt bien fait. Autre outil, et ça, c'est toi qui me l'as fait découvrir, Xfield. Ouais. Une IA vidéo, on tape une idée, ça sort un clip super court et pas parfait, mais juste ce qu'il faut. Tu t'en sers Écoute, pour faire quoi, toi? en fait, c'est parfait. Alors, je ne m'en Ah, sors c'est pas parfait beaucoup pour non toi? plus, hein. Non, non, c'est qu'en fait, ce que c'est parfait, c'est que c'est la même chose que Skillab, mais pour la vidéo. C'est un Ouais. agrégateur de modèles d'IA, ils n'ont pas leur Ouais. propre modèle, qui permet de faire des choses. Alors, ils ont créé leur outil autour. Et donc, c'est intéressant. Moi, on l'a cité parce qu'en fait, il est très connu, surtout aux US. Je l'utilise pas spécialement non plus, hein, j'ai pas trop de besoin. Mhm. Mais écoute, il est très intéressant et il plaît beaucoup, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'un des plus gros agrégateurs de modèles par Mhm. rapport à tout ça. Ouais. Le rendu, il est bon, ou il faut trier un peu? Faut trier un petit peu, Ouais. mais comme partout, je pense. Ouais. Tu vois une limite là-dessus ou pas? C'est quoi la limite principale d'Xfield, par exemple? Bah, comme pour tout, c'est qu'il y a un jour, il y aura un seul modèle qui va arriver, qui va tous se remplacer. Ok. En fait. Bon. C'est comme pour tout. Le problème, c'est qu'en fait, tu vois, t'as très bon exemple, t'as Nano Banana de Ouais. chez Google. Ouais. Et ben, en fait, tu Qu'on donnes une retrouve photo de partout. toi et oui, on retrouve partout, mais je veux dire, en fait, c'est plein d'outils qui permettent de faire plein de choses, mais à la fin, il y a bien un modèle ou une big tech qui va arriver avec un truc qui va un peu remplacer tout ça. Ouais. Et on sait, malheureusement, ça va être le cycle de vie, mais c'est prévu, en fait, hein. Donc c'est pour ça. Je le vois de cette façon-là. En tout cas, sur tout ce qui va être vidéo, à un moment, je pense qu'on va vraiment avoir un outil qui va vraiment te permettre de faire des films, tu vois. Parce que souvent, Ouais. tu es limité. Tu veux faire un court-métrage de 15 minutes sur un produit, c'est sport, ça prend du temps. Enfin, c'est pas, Il faut tout voilà, découper c'est en pas séquences de encore. 10 ou 15 Faut secondes. découper, Voilà, c'est. Ouais. etc. Ouais. Et je pense qu'un Sora va arriver demain. Et là, tu Allez, pourras mettre attends, on va parler de Sora. tes Le trucs. troisième outil, c'est Sora 2. Alors, on avait déjà fait un épisode du podcast sur Sora 2, hein, toi Ouais. et moi. Là aussi, vous pouvez le réécouter. Donc, c'est ça, ça vous donne Et l'occasion vous de allez découvrir des comprendre ma phrase épisodes. préférée. Ma phrase préférée, c'est de dire Sora 2, c'est une boîte de prod dans la poche. Voilà, t'as une boîte de production avec toi. Et C'est ça, presque c'est une punchline. incroyable. C'est une punchline. Ouais. Ouais. En fait, c'est plus qu'un générateur. En fait, c'est presque une caméra IA. C'est-à-dire qu'on décrit, ça nous filme, parce qu'on a fait un caméo, on s'est filmé une fois. On l'a donné en fait en 2-2. On l'a testé vraiment en direct, c'est impressionnant. On lui donne une scène, une ambiance, un mouvement, on l'écrit, hop, ça y est, c'est tourné. Et quelques secondes, une minute après, 1 à 2 minutes après, boum, on a une super vidéo. Toi, tu l'as utilisé pour faire quoi? Et ça t'a bluffé dès le démarrage, je crois. Écoute, ouais, alors moi j'ai utilisé parce qu'en fait, quand j'ai eu accès, c'était 2 jours après sa sortie, Mm. je me suis un peu démerdé pour réussir à y avoir accès.
Et en fait, j'ai fait quelques vidéos rigolotes avec Sam Altman, comme beaucoup, posté ça sur LinkedIn. Bon, ça n'a pas pris d'ailleurs, je suis un peu déçu. Non, par contre, j'ai fait des vidéos un petit peu. Ouais, je suis jamais sur TikTok et je sais qu'il y a pas mal de vidéos avec les chats qui fonctionnent bien. Voilà, c'est l'algo. Hein. Parce que t'en es où Et ta du coup, j'ai vidéo fait à des 1,6 million de vues là Et ben, je suis à 7 millions, 1,7 million, 1,7 millions de vues. Ah oui, Pas t'as 7 pris millions. 100 000 quand même. 1,7 millions de C'est vues. dingue. 1,7 Ouais, voilà, millions. donc allez voir sur TikTok, Alexandre Cormeret. Et voilà, je sauve un chat sur l'aile d'un Mm. avion. Et ce qui est un peu affligeant, c'est que beaucoup de personnes y croient. Ouais. Et ça m'a stressé. C'est triste. Du Non, coup, mais des fois, c'est j'ai clair. l'impression, je dis, ah, effectivement, l'avion est descendu en dessous des 3000 mètres d'altitude, c'est Ok. bon, on a pu ouvrir Ouais. la porte. Allez, on est toujours dans cet épisode avec des trucs et des astuces et des cadeaux actionnables pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est quoi ta méthode pour avoir un rendu qui tient la route sur Sora 2? Comment tu t'y prends pour que ça marche bien? Très précis. Il faut être Très, très très précis. Ouais. Très précis, complètement, ouais. Raconte. En fait, il faut soit tu es méga précis à la phrase que tu vas dire, soit tu n'es pas précis, mais jamais au milieu. Alors, c'est un peu bête comme vu comme ça, mais soit tu dis une vidéo de moi qui sauve un chat dans un avion, fin de l'histoire, ça génère, et puis c'est cool. Il faut peut-être faire plusieurs fois, mais dis pas l'avion est rouge, etc. Parce que là, ça va commencer à perdre. Ça va être eux derrière qui retravaillent tes prompts. Il faut toujours dire ça, c'est que maintenant, ils sont très bons pour retravailler. Donc, soit tu es super précis, tu vas dire ça, il se passe ça dans l'ordre, avec ce que tu vas dire, la position et tout, et là, ça va très bien le maintenir. Soit tu dis pas grand-chose. Mais il faut vraiment pas être au milieu, quoi. Et en fait, je te donne l'exemple parce que j'ai un ami là qui utilise mon Sora 2, parce qu'en fait, il va se marier en juin, et il veut faire une vidéo où, en fait, justement, c'est la vidéo du mariage, où en fait, il fait plein d'extraits de films, parce que c'est un grand fan de cinéma. Et en fait, dans chaque extrait, il fait une anecdote par rapport à quelqu'un qui est présent. Et donc, en fait, il utilise mon Sora, je vois les vidéos, et il prépare toute sa vidéo de mariage avec Sora, et il fait des prompts super précis. Comme ça, au moins, il a directement ce qu'il souhaite. Et là, c'est super réaliste. Et c'est assez étonnant de voir que je pense qu'ils n'ont pas eu de gêne pour s'inspirer et aller directement faire entraîner les modèles sur des grands films connus. Mm. Eh ben, c'est Voilà. excellent. On passe à la dernière partie, le tri définitif. Vous avez tout entendu maintenant, vous allez le voir. On va vider nos poches. Connected mate. Alex, question qui tue. Parmi tous ces outils dont on a parlé, tu ne peux en garder que 2. Tu gardes lesquels? Manus Cursor. Manus et Cursor. Point barre. Voilà. Bon, Cursor et Manus d'ailleurs. Parce que... Dans l'ordre, ok. Donc bye bye ChatGPT, bye bye Voilà. Perplexity, bye bye Notebook LM, bye bye Sora. Voilà. Bye bye c'est tout ça. Il m'apporte pas une vraie valeur ajoutée. Ouais. Voilà. Celui que tu as viré sans hésiter, c'était lequel? Tous ceux qui font de la création visuelle. Ok. C'est pas mon métier. J'ai aucun intérêt avec ça. Ok. C'est sympa de temps en temps, mais voilà. Parmi tous ces outils, s'il y en avait un que tu dis, je l'utilise peut-être un peu mal, mais que tu aimerais dompter, ça serait lequel? C'est une bonne question. C'est ça, j'aime bien quand j'arrive pas à avoir de réponse directe, c'est intéressant. Non, écoute, celui que je devrais plus travailler, Highfield. Déjà, j'arrive pas tout bien à l'expliquer d'ailleurs. Xfield, okay. Merci. Ok. Voilà. L'outil que tu as pu sous-estimer parmi tous ces outils, à un moment donné? Syllab. Syllab, en toute transparence. Ouais. Ouais, j'ai sous-estimé. Parce que j'ai eu ce côté du bon, à la fin, tout se passe à un seul endroit, etc. Et que le jour où j'en ai entendu parler, OpenAI vient de sortir mettre à jour leur modèle d'image. Et après l'avoir testé, j'ai changé d'avis. Ouais. Et puis ils ont mis la vidéo aussi maintenant, donc il bouge aussi. Ok. Écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci à toi, Alex. On ne vous a rien présenté, en fait. On a partagé ce qu'on utilise, ce qui livre, ce qui reste. Bref, mais dites-nous, par contre, ce que vous aussi vous utilisez. Voilà. Et si vous ne connaissez pas, allez tester pour avoir votre avis. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça c'est important. Mettez ça dans les commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, et puis aussi bien sûr sur la chaîne YouTube. On compte sur vous. Elle démarre gentiment, tranquillement, peut-être un peu trop tranquillement. Donc mettez un commentaire, partagez. On continuera la conversation là-dedans. Voilà, cet épisode du podcast Connected Mate est maintenant terminé. On se retrouve pour une prochaine émission. Ciao, ciao, ciao. Connected mate.